Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault-Castro, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en compagnie d'une invitée incroyable. Et oui, j'ai eu le plaisir de la rencontrer grâce à un ami que nous avons en commun. Et oui, Lolo, si tu nous écoutes, c'est à toi que je pense. Et cette invitée est vidéaste. Et oui, vidéaste. J'ai appris un mot aujourd'hui. Elle va vous définir d'ailleurs exactement ce que c'est. Mais elle n'est pas que ça. Elle est également chanteuse et comédienne. Nous sommes agréablement installés chez elle, dans son studio de montage à Bourg-la-Reine. Et quand vous écouterez ce podcast, d'ailleurs, on ne sera pas très très loin de Noël, d'ailleurs. Donc, avant que je l'oublie, joyeux Noël. Mon invitée, elle est multicasquette. Encore une. Et oui, incroyable. Vous avez l'habitude, maintenant, ça fait 1 an que vous écoutez le podcast, et il y a tellement eu de profils totalement différents. Mais là, ça me fait très, très plaisir, parce que pour ceux qui le savent, le métier de monteur, et c'est quelque chose qui m'interpelle personnellement. Cette invitée fait partie de la compagnie Croc en Jambe. Elle nous en dira plus. Bienvenue à toi, Diane Delésir. Bonjour Cédric. Comment ça va? Bien, malgré une petite laryngite, mais ma foi, Eh oui, c'est vrai l'angoisse de tous les comédiens et chanteurs, mais tellement. c'est arrivé juste après quelques jours de scène, donc Heureusement, j'ai envie de dire. tout va bien. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que tu sors de quelques jours de représentation, là. Exactement. Là, t'étais au théâtre de Nesle. On a terminé les dernières représentations de dernier spectacle, et là, on est en train de commencer à préparer le nouveau pour l'an prochain. Je t'en dirai pas plus, ce sera la grande surprise. Et ben justement, est-ce que tu pourrais nous raconter ce que c'était ce spectacle en question, où il y a eu un petit retour de scène? C'est un spectacle musical, donc on est une dizaine sur scène, on chante, on joue la comédie, tout ça avec un spectacle qui a été écrit pour nous en fait, hein, donc voilà, c'est notre metteur en scène qui fait en fonction de nos différentes capacités vocales, de notre tempérament, et puis de ce qu'elle nous voit. Elle nous imagine en train de jouer. Elle nous prépare toujours des spectacles ou en couleur, où on rigole, on s'amuse. Voilà, trop bien. Et on chante avec grand plaisir à 4 voix, en polyphonie, ou alors en duo, enfin des choses comme ça qui sont toujours très plaisantes, tout en jouant la comédie. On est une grande famille, on joue 25 dates par an, donc à chaque fois qu'on joue un spectacle. Donc voilà, c'est l'esprit de troupe, c'est une grande aventure pendant 1 mois et demi, où on se retrouve 3 fois par semaine, donc des grands moments intenses qu'on vit ensemble. C'est une grande chance. Bien. Mais j'avoue que j'ai eu le plaisir de venir te voir il y a quelques mois de cela, parce que là, du coup, on le rappelle, donc là, quand on enregistre, on est fin septembre 2025. Tu as joué le week-end dernier, et tu avais déjà joué dans ce théâtre il y a quelques mois. Oui, on a joué au mois de janvier, février, mars, quelque chose comme ça. On peut rappeler le nom de la pièce? C'était La Croisette s'amuse. La Croisette s'amuse, oui. Ouais, c'était vraiment beau. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, déjà d'abord, le théâtre est très joli. Une très belle acoustique. Une très belle acoustique, une très belle salle. C'est vraiment très très beau, avec une espèce comme une sorte de... C'est une cave voûtée. Une cave voûtée, c'est ça. C'est très très beau. Rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'aller le voir. Et c'est vrai que voilà, moi j'étais très content de voir un spectacle musical avec une belle qualité, une belle énergie, de beaux costumes. Ça, c'est quand même hyper agréable. Moi, j'adore les costumes. C'est un truc, j'adore ça. Mais c'était vraiment, il y avait une histoire qui était vraiment très sympa, et c'est surtout que c'était du live, c'est-à-dire qu'il y avait un pianiste en direct. Ah oui, un pianiste en direct, on n'a pas de micro non plus, voilà. Donc c'était vraiment très très beau. Donc j'ai hâte de voir la suite, bien. Du coup, ça sera plutôt été 2026. Décembre
Décembre 2026. Ah, décembre 2026. Waouh, ah oui, donc il nous faut encore très un an là patient. pour. C'est qu'il faut à la fois créer puis répéter, et donc voilà, ça prend du temps. Waouh, ah On ne se ouais. voit qu'une fois par semaine, donc, Ah oui. donc voilà, c'est pas, c'est intense dans le sens où c'est toutes les semaines, mais voilà, on attend d'oublier entre deux séances, on attend de mûrir aussi entre deux séances, Bah donc oui. il y a tout ça qui se joue, et il faut un petit peu de temps pour que ça se fasse. Bien sûr, bien sûr. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et c'est vrai que je t'ai découvert pour la première fois avec cette scène et ce théâtre qui est vraiment très beau, le théâtre de Noël, que j'invite d'ailleurs beaucoup de personnes à aller, parce que c'est vraiment. Mais d'abord, c'est vrai que c'est pas la première fois que l'un de mes invités me parle de ce théâtre, ou qui a eu la chance de jouer dans ce théâtre, parce que c'est vrai que c'est un théâtre qui donne la chance aux compagnies pas forcément ultra pro, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça très bien justement qu'un théâtre puisse se spécifier sur ça et donner sa chance. Je trouve ça très très bien aussi qu'à Paris il y ait plein de tout petits théâtres en fait, où il y a 70 places, 100 places maximum. Ça fait vraiment des spectacles qu'on peut aller voir sans se dire je vais dépenser une fortune, si c'est pas bien, qu'est-ce qui va se passer. Ça laisse la chance à plein de gens qui sont pas très connus aussi, du public vienne quand même les voir. C'est comme ça qu'ont commencé quasiment tous les grands acteurs de théâtre ou de cinéma. Totalement. Donc c'est vraiment super intéressant. J'avais fait une année, j'avais filmé la remise des petits Molières, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ah oui. Et qui justement met en valeur tout ce travail-là des petits théâtres pour justement que chaque acteur puisse débuter. Et maintenant, ça s'appelait Les Cyrano. Ah oui. Ben, je connais les Cyrano. Voilà. Oui, bien sûr. C'était les petits Molières. Ah oui, c'est drôle. J'avais dû filmer leur remise de prix en 2019. C'était juste avant le Covid, je crois. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà. Ah ouais. Voilà, les petits théâtres, je pense que c'est vraiment. C'est un vrai plaisir quand on commence à venir voir des gens dans les petits théâtres. Souvent, c'est parce qu'on connaît quelqu'un qui est dans une troupe, et on finit par y prendre goût, et puis on finit par faire plein d'autres petits spectacles qu'on connaissait pas. Et voilà, ça peut être une sortie sympathique. Mais total. Voilà. Il y a des vraies découverte pour les gens qui sont férus de théâtre et des petites pépites comme ça, parce que vous avez vraiment des très belles voix, quoi. Donc non, mais c'est vrai, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de spectacles parfois amateurs ou quoi que ce soit, et des fois c'est un peu difficile, quoi. La metteur à scène, c'est là-dessus qu'elle nous recrute. Hein. Et oui, là vraiment c'est le choix en premier lieu, c'est ça qui l'intéresse. Après, elle voit le potentiel derrière, évidemment, de théâtre, parce que voilà, avoir une belle voix ou savoir chanter, c'est une chose, mais il faut savoir interpréter les chansons, c'est déjà un autre univers. Bien sûr. Et après, il y a aussi beaucoup de théâtre dans le spectacle qu'on fait. Donc, total. Non, oui, c'est vraiment bravo, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aimerais savoir, parce que t'as plusieurs casquettes, et on va les découvrir une par une. Là, on a parlé du coup de ton métier de comédienne, mais du coup, justement, t'as pas commencé par ça directement. Tu me disais en off que du coup, tu avais une base plutôt de chanteuse à l'origine. Est-ce que tu peux du coup un petit peu nous raconter ta formation, du coup? Est-ce que tu as été formée, ou est-ce que simplement en musique, etc. Dis-moi tout. Disons que j'ai baigné dans la musique depuis que je suis toute petite, puisque les premiers concerts, je les ai fait dans le ventre de ma maman, qui fait toujours partie d'ailleurs de la chorale franco-allemande de Paris. Dans laquelle je fais aussi partie, puisque je chante aussi dans cette chorale-là. Depuis très peu de temps, je les ai rejoints, mais c'est des souvenirs d'enfance, voilà. Et maintenant, je suis ravie d'avoir rejoint cette chorale. Donc, c'est un style de musique qui n'a strictement rien à voir. C'est du lyrique ou c'est du classique. Classique quand on est en chœur. Quand je chante en soliste, je suis plutôt même en voix lyrique, on va dire. Donc voilà, c'est un univers qui n'a rien à voir avec d'autres univers que j'ai pu toucher. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance-là pendant toute mon adolescence, mon enfance, avec des souvenirs extraordinaires de cette chorale. Donc, forcément, mon oreille s'est formée à ça. D'un côté de ça, j'ai fait le conservatoire, donc j'ai fait la flûte traversière, le solfège, etc. J'ai fait de la danse classique. Voilà, j'ai déjà un parcours quand même. J'ai déjà très attirée, en fait, par tout ce milieu artistique, évidemment. Et puis après, il y a un âge où on se dit, j'ai envie de chanter quelque chose qui me plaît. À cet âge-là, voilà, j'ai commencé à essayer de vouloir chanter de la pop, de vouloir chanter plein d'autres types de musique, de la soul, etc. Donc, je me suis dit, mais oui, mais avec ma voix lyrique, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et puis finalement, j'ai commencé à me renseigner, comme j'ai des études qui sont des études scientifiques, de biologie. Donc forcément, la voix, la technique vocale, ça m'intéressait. Donc je suis allée voir un petit peu, non pas ce que je pouvais chanter avec ma voix, mais comment chanter ce que je voulais.
Donc là, j'ai découvert des profs de chant extraordinaires qui m'ont montré qu'il suffit juste de savoir ce que je voulais chanter. Ils m'expliqueraient comment le faire et pas l'inverse. Donc là, ce qui est arrivé, c'est l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me décide, je veux chanter quoi? J'avais envie de tout chanter, je ne savais pas. Donc j'ai fait partie de groupes de rock, de jazz, de soul. Voilà, j'ai un peu touché à tout. Je me suis bien amusée. Et puis finalement, la comédie musicale, quand même, me ramenait à quelque chose qui rappelait le chant choral que j'avais connu depuis toute petite, puisqu'il y a quand même beaucoup de chœurs, etc. À côté de ça, il y avait quand même une voix un petit peu différente que celle du lyrique, etc. Donc ça, c'était quelque chose donc bon an, mal an, j'ai fini par me diriger vers ces spectacles musicaux, ce genre de choses. Donc voilà, en parallèle, j'ai fait de la danse aussi, parce que pour compléter ma formation, j'ai fait pas mal de pole dance aussi. Quelques années, oui. Je te montrerai quelques photos si tu veux. Bah oui, carrément. Le podcast, on n'a pas de photos, désolée pour ceux qui nous écoutent, mais voilà. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout avec grand plaisir et à rencontrer plein de gens en fait. Ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que à chaque fois une nouvelle aventure, à chaque fois des nouveaux gens qu'on rencontre, des nouveaux univers. Enfin, c'est ça qui me fait vibrer, qui me fait avancer, quoi. C'est toutes ces rencontres et puis même des rencontres avec soi-même, on se découvre capable de faire ceci, cela, voir ses limites, de voir jusqu'où on a envie d'aller, jusqu'où on peut aller, mais aussi où on a envie d'aller. Donc c'est super intéressant pour apprendre à qui on est soi-même, quoi, sur plein de bien sûr. Donc voilà. Trop bien, trop bien. L'univers musical. Mais justement, c'est marrant parce que du coup, avec cette question, tu as répondu à une autre question qui était un grand classique du podcast. C'est évidemment quel était ton rapport avec le théâtre depuis l'enfance, en fait, et peut-être comment tu avais été éduqué potentiellement avec le rapport avec l'art. Du coup, voilà. J'ai baigné dedans. Une maman artiste, forcément, voilà. Magnifique. Oui, mais mon père aussi était chef de chœur, etc. Ah oui, donc c'est vraiment un truc de famille total. Et même son métier, il l'a fait longtemps. Donc, et même toi qui as des enfants, du coup, je crois savoir que tu as un fils artiste aussi. Bien sûr, oui. Il a baigné dedans aussi, à mon contact peut-être, je ne sais pas. Tout le monde dit que je l'ai influencé, mais je suis sûre que non, il a ça en lui. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Et donc lui, il est ingénieur du son. Ah oui. Donc voilà, donc lui aussi, il est ravi de faire du live, de faire de l'enregistrement d'artistes, de musiciens, etc. Donc voilà. Trop bien. Il est ravi. Et quelquefois, il m'accompagne dans mes captations vidéo quand je vais filmer. Alors justement, les autres artistes. Et oui, ça c'est trop bien. Justement, tu me lances une perche. Je vais l'attraper tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les novices qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'une vidéaste? Une vidéaste. Alors, c'est un mot, j'allais dire, assez récent. En tout cas, ça a quelques dizaines d'années, mais je trouve ça quand même relativement récent. À partir du moment où les personnes ont réussi à faire à la fois et du montage et de la captation, c'est-à-dire filmer des images et après les monter. Ça paraît évident, mais quand on est au cinéma, il y a le cadreur, il y a le réalisateur, il y a celui qui va faire le montage, il y a même des équipes à chaque fois. Et là, on se retrouve avec des gens qui vont tout faire. Alors évidemment, peut-être pas avec le même degré de perfection que pour des images qui vont aller au cinéma, mais voilà, c'est beaucoup plus complet pour une même personne. Donc, on fait même le son, d'ailleurs, on fait pas que l'image, on capte vraiment tout. Le son, l'image et le montage derrière. Donc, ça permet de faire toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux, etc. On n'a pas besoin d'avoir une équipe de tournage de cinéma pour faire ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est le métier de vidéaste. Et comment t'es arrivée dans ce métier? Alors moi, j'ai commencé il y a longtemps, puisque je suis plus toute jeune. À l'époque, il y avait pas d'ordinateur, il y avait pas de téléphone portable ou ce genre de choses. Donc, j'ai eu un caméscope quand j'étais adolescente. Donc, j'ai commencé à filmer, puis j'ai voulu faire des petits montages, des petites histoires, ou les films de mariage, quand il fallait montrer des images de l'histoire de deux mariés, par exemple. C'est moi qui faisais le montage. Donc, du coup, on me donnait des images, je filmais les photos, je faisais des montages avec un magnétoscope, j'appuyais sur pause, je rajoutais du son dessus, enfin, du bricolage où il faut tout anticiper le montage, il faut savoir ce qu'on va faire. Enfin, voilà. Et puis un jour sont arrivés les ordinateurs, ça a été extraordinaire pour moi. Donc là, j'ai pu essayer de mettre les images dans ce sens-là, et puis je les prends les plans et je les mets dans l'autre sens. Enfin, un vrai bonheur, quoi. On pouvait vraiment s'amuser. Comme j'avais déjà la créativité, le rythme aussi de la musicienne, artiste, etc., qui faisait que dans un montage, il faut avoir ce rythme-là. Donc bref, tout ça faisait que j'ai commencé à vraiment m'amuser avec des ordinateurs. Et voilà, mais ça restait une passion, je m'amusais avec ça, et puis à côté de ça, voilà, j'ai continué mes études, voilà, et je me suis retrouvée à faire donc des spectacles, comme j'ai dit, j'ai fait un peu de pole dance, etc., et là, j'avais mis une caméra
pour me filmer moi, parce que j'en avais assez, en fait, de pas avoir des images correctes de ce que je faisais. Bien sûr. Je voulais montrer ce que je faisais, il y avait pas beaucoup de gens qui filmaient, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il me fallait des images, et il y avait jamais d'images correctes. J'ai dit, bon, bah, je pose un pied, je me filme, je verrai ce que j'en fais. J'ai fait un montage, ok. Et là, il y a des gens qui sont venus me voir, parce que je l'ai mis sur YouTube. Mais c'est qui le pro qui t'a fait ton montage et tout? Ah ouais. Et là, je me suis dit, mais comment ça pro? Il y a des gens qui sont payés pour faire ça? Ah ouais. Le truc qui m'éclate, là, que je pourrais passer des nuits entières à pas voir le temps passer, il y a des gens qui font ça et qui sont payés pour le faire. Ça m'intéresse, cette histoire-là. Donc, me voilà plongée à me renseigner sur le sujet, et de fait, bah oui, montage ça existe, vidéaste ça existe, et il y a des demandes pour ça. Il y a des artistes qui veulent qu'on les filme, et des artistes qui veulent qu'on leur fasse leur bande-annonce, leur teaser, le début des réseaux sociaux qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc, j'ai commencé à sérieusement m'y intéresser, alors me professionnaliser, c'est-à-dire que là, j'ai commencé bien évidemment à me renseigner sur les logiciels de montage beaucoup plus professionnels, le matériel aussi. Enfin voilà, je me suis dit, je me lance dedans. Plus j'avançais, plus ça me passionnait. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment... comment dire, c'est ce truc où quand on commence à travailler et on se dit, bon, bah, je finis et après je vais manger. Et en fait, on se rend compte qu'on a raté l'heure du dîner. Ah bah, total. Les enfants qui disent, maman, tu viens manger? Je dis, oui, oui, je finis ça et j'arrive. Normalement, c'est les enfants qui disent ça à leurs parents. Voilà, moi, c'est l'inverse. Je finis ça et j'arrive. Bon, 3h du matin, je suis toujours devant mon ordinateur. Et j'ai pas vu le temps passer. Et à partir du moment où tu as cette sensation-là, un peu comme les geeks devant leur jeu vidéo, leur console, voilà, je me dis, mais il y a quelque chose, c'est obligé, il faut que j'en fasse. T'étais accro, quoi. Donc voilà. À quel âge t'as découvert d'abord que c'était un métier et que tu pourrais potentiellement vivre? Ah, j'étais pas toute jeune en fait, parce que j'ai commencé à bosser. Ensuite, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée. Dans l'autre sens, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Ils ont commencé à grandir, et c'est quand ils ont commencé à grandir, je me suis dit, tiens, bah, je vais peut-être faire les choses que finalement, maintenant que j'ai fait tout ce que les gens habituellement attendent de quelqu'un, parce qu'au début, j'ai pas beaucoup réfléchi à ce que moi j'avais envie de faire dans la vie. Je me suis dit, oh, j'ai hâte de savoir ce que la vie me réserve, mais je me suis pas dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est bizarre d'ailleurs. Donc je me suis laissée porter par le hasard, bon, voilà. Et puis il y a un jour où je me suis dit, mais en fait, c'est à moi de décider ce que j'ai envie de faire. Donc là, voilà, une fois de plus, c'est un peu comme pour la musique où je devais choisir quel type de musique je voulais faire. Là, c'est pareil, quel métier je voudrais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et quand les enfants commencent à grandir un petit peu, bon, ils sont pas encore autonomes, mais enfin bon, voilà, c'est quand même plus facile à gérer. Et c'est là que j'ai commencé à me remettre dans toutes mes activités artistiques, toutes mes activités de montage, etc. Et voilà, et ça, je sais plus quelle était la question, mais... À quel âge t'avais découvert que ça pouvait être un métier? Donc voilà, il devait être 35, quelque chose comme ça, 35-40, quelque chose comme ça. Oui. Et là, j'ai explosé dans plein de choses que j'avais en moi, en fait, et que je me suis dit, bah, c'est maintenant, j'ai plus de vie, il faut que je fasse tout ça. T'as eu le déclic, quoi. Et puis, comme j'ai vu que je voulais faire plein de métiers, plein de vies différentes, j'ai bien compris qu'on en avait qu'une, enfin, au moins d'être un chat. Donc, du coup, je me suis décidée à les faire en parallèle. Alors, certaines les unes après les autres, d'autres en parallèle. Donc, je suis obligée de faire des choix. C'est un peu difficile quelquefois parce que j'ai tellement envie de faire de choses que... Mais oui, parce que alors, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, t'as un métier... Oui, je suis professeur au collège de SVT, donc strictement rien à voir avec le reste. Totalement différent. Et du coup, tu t'es décidé de te mettre à temps partiel, si je me souviens bien. Hein, et de consacrer, du coup, l'autre partie de ce temps partiel dans ce métier que t'adores, où tu t'éclates, où tu vois pas le temps passer. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà. Et puis, bon, après, il a fallu savoir quel type de vidéaste j'allais être, quelle vidéo j'allais faire. J'ai pas tellement eu le choix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on commence au départ en cherchant des clients. Les clients, ça va être qui? C'est les gens qu'on connaît. Et qui est-ce que je connaissais qui avait besoin de vidéos? Ben, forcément, les artistes que j'avais autour de moi, que j'avais côtoyés pendant les années précédentes. Donc, le bouche à oreille a commencé à se faire. J'ai parlé du fait que voilà, je me professionnalisais là-dedans, si vous connaissez des gens, etc. Donc, j'ai commencé à filmer. Et c'est vrai que mon point fort, c'était quoi? C'était de dire, bah, écoutez, ok, je suis vidéaste, comme plein d'autres vidéastes. Sauf que moi, je suis aussi artiste. Je monte aussi sur scène. Donc, je peux imaginer, a priori, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez voir sur les images, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir sur les images. Le rythme aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est important, de la musicienne qui fait que dans un teaser, une bande-annonce qui doit être extrêmement rythmée, avec des endroits où c'est très rapide, d'autres au contraire c'est plus émouvant, plus lent, etc. Et toujours capter l'attention, ça c'est quelque chose que j'ai
intuitivement parce que c'est depuis mon enfance que j'ai le rythme de la musique en moi. Bien sûr. Donc voilà, tout ça faisait que j'avais une petite carte à jouer un peu par rapport à d'autres vidéastes plus lambda, on va dire. Ouais. Donc et voilà. t'aurais voulu avoir ce déclic bien plus tôt? À la fois, T'as je un me petit dis oui. regret ou À la pas? fois, je me dis oui, et à la fois, je me dis, j'aurais pas été forcément avec le même état d'esprit, la même personne, si j'avais commencé ça plus tôt. Enfin, on peut pas réécrire l'histoire, et si ça se trouve, ça aurait pas donné le même résultat du tout. Peut-être qu'il fallait ce temps de mûrissement pour être celle que j'étais à l'âge où j'ai commencé vraiment à faire ça. Donc, bon, c'est Et du coup, à l'inverse, du coup, est-ce que tu voudrais ne faire que ça ou pas? Ah, on m'a souvent posé la question. Ouais. C'est vrai que entre ça, puis évidemment, il y a d'autres contrats, parce que malheureusement, les artistes souvent pas beaucoup de sous. Alors, j'arrive à trouver d'autres contrats dans des événements un peu plus corpo, etc. Donc, je pourrais en bataillant le faire. Après, c'est toujours un peu risqué. Voilà, c'est un métier un peu précaire dans le sens où on est auto-entrepreneur, etc. Bien sûr. Là, d'avoir un métier que j'adore toujours faire, être enseignée, franchement, j'adore vraiment ça. Ça me fait un mon fixe où je sais qu'il n'y aura pas de souci, je vais être payée, je sais que c'est la sécurité et que voilà. Et à côté de ça, selon si je suis en forme, pas en forme, si j'ai des clients, pas des clients, enfin, j'ai pas le stress de me dire mon Dieu, faut que je trouve du boulot parce que là, je vais pas pouvoir payer mon loyer, quoi. Donc ça, c'est quand même un confort et je trouve un bon équilibre à faire les deux. Et puis honnêtement, quand je rentre dans ma salle de classe, je monte sur scène. Ben oui, évidemment. Donc, j'aime ça aussi. Est-ce que du coup, t'as créé un personnage en tant que prof ou pas? Ou t'es naturel? Je suis vraiment moi. Ouais, t'es vraiment Alors, ça. j'avais créé un personnage quand j'ai débuté le métier. Ah ouais? Ah bah oui, parce que quand on est tout jeune, on veut avoir de l'assurance devant... Bon, forcément... C'est voilà. quoi, genre autoritaire et tout Non, plus... Oui, peut-être un peu plus autoritaire, un peu plus sérieux, je sais pas. Ouais. Mais difficile de... Bon, je me voyais pas. Mais, oui, bien sûr. Je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais là, maintenant, non. Alors maintenant, je suis vraiment moi-même, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux avec eux, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ils ressentent l'authenticité. Ils savent que ce que tu fais à l'extérieur? Ils le savent. Maintenant, ils le savent. Ah, maintenant, ils le savent. Ah, maintenant, ils le savent. Il y a certains qui sont venus te voir sur scène? Non, je ne crois pas. Ah. Ou alors, non, je crois pas. T'aimerais bien? Je crois pas. Oh oui, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Non, ouais, je l'assume tout à fait, au contraire. C'est trop bien. Non, à une époque, j'ai vraiment voulu séparer les deux parce que voilà, je voulais garder l'aura du professeur, voilà. Ouais. Et puis finalement, on se rend bien compte que les élèves, au contraire, ils trouvent ça, c'est génial. Bien sûr. Puis, c'est un peu la prof hors norme, quoi. C'est ça. Qui rentre pas dans les cases et voilà. C'est marrant que tu utilises cette expression parce que c'est ce que je leur dis tout le temps à mes élèves. J'ai horreur des gens qui veulent rentrer dans les cases. Totalement. Je leur dis souvent, j'ai horreur des gens normaux. Ils font peur, les gens normaux. Soyez complètement anormaux. Non, anormaux, je sais pas. Ouais. Mais vraiment, parce que c'est tellement triste, tout le monde qui est pareil, c'est pas possible. C'est difficile d'être le meilleur que le voisin quand on est tous pareils. Mais par contre, quand vous avez une force, quand vous avez quelque chose de différent des autres, complètement barré, là, vous allez pouvoir être meilleur que les autres parce qu'il y a personne qui sera meilleur pour être vous-même que vous-même. Voilà. Et ça, j'essaie de leur faire passer ce message-là et j'essaie d'être un exemple finalement parce qu'avec les enfants et les adolescents, c'est souvent ça qui marche bien. Parce que tes élèves, ils ont entre 11 et 15. Eh oui. Oui, donc l'adolescence, c'est pur et dur, quoi. Ah là, on est en plein dedans. Pas trop dur. Voilà. Non. Non, ouais, ça. Non, je prends plaisir. Ouais, trop bien. Ouais, ils sont mignons. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors, on va rentrer dans le côté très technique de ton métier, du coup, de vidéaste. Comment tu... Quel matériel t'as dû acheter? Quel logiciel tu utilises au quotidien? Comment tu t'es formé sur ce métier? Dis-nous tout. Alors, le matériel... alors, au début, quand on commence, on se rassure avec du matériel. En réalité, pas besoin forcément d'un matériel de dingue. Faut une caméra, évidemment. Maintenant, qui filme en 4K, on n'a plus trop le choix. C'est vraiment intéressant, au moins du 4K, parce qu'après, on peut recroper dans l'image. Donc, c'est intéressant d'avoir quelque chose un peu large pour garder la qualité, en fait, quand on recrope dans l'image. Matériel du son. Souvent, les vidéastes, ils font l'impasse là-dessus. Bon, le son, c'est accessoire. Et en fait, non. T'es bien placé pour le savoir en faisant un podcast. C'est clair que une mauvaise image avec un bon son, ça passera toujours mieux qu'une bonne image avec un son pourri, quoi. Donc vraiment le son, voilà. Mais après il y a des choses pour le son qui sont maintenant tellement plus chères par rapport à
il y a 30 ans où tout coûtait très très cher. C'est vrai. Là maintenant, on trouve des micro-cravates pour pas cher, on Mais trouve oui. un zoom H6 ou H4, enfin des choses comme ça qui sont des micros qui finalement suffisent pour capter comme ça une petite salle. Vraiment des choses qui sont bien. Moi, j'ai pas besoin d'acheter de lumière. J'en ai quelques-unes parce que j'ai fait quelques tournages autres. Ouais. Mais comme je filme des spectacles, j'ai pas le choix de la lumière. La lumière m'est imposée par le spectacle, mais au moins j'ai pas à m'embarrasser de me poser la question de ce que je vais mettre comme lumière. Bah oui, c'est l'avantage. Donc j'ai dû travailler beaucoup la technique pour savoir comment régler malgré la lumière qu'on me propose qui est pas forcément idéale. Il faut pas que ça soit cramé, quoi. Ni cramé, ni trop sombre. Enfin, c'est un vrai équilibre à trouver. C'est des essais, c'est assez empirique. Hein, on n'a pas tellement le choix. C'est vraiment à force de faire. Et mais à côté de ça, voilà, j'ai pas tellement eu du besoin d'acheter beaucoup de matériel de lumière. Donc ça, c'est pour toute la partie captation. Ouais. Après, pour la partie montage, il faut un bon ordi. Ouais. Parce que là, on travaille avec des fichiers qui sont lourds. Hein, 4K, 8K, c'est des fichiers qui sont lourds. Si ça rame, au début, j'avais des ordi qui étaient moins puissants, qui ramaient tout le temps. Quand on essaie de réfléchir, on est embarqué dans le côté créatif et on est bloqué parce que ça tourne pas, c'est juste pas possible. On perd beaucoup de temps et d'énergie, donc il faut quand même un bon ordinateur. Et puis logiciel de montage. Alors j'ai travaillé très longtemps sur Final Cut, donc pendant des années. Et puis là, je suis arrivée quand même au bout d'un moment au bout de ses capacités, et donc je suis passée plutôt sur DaVinci. Voilà, j'ai essayé les trois en fait, c'est ça, c'est Premiere, DaVinci et Final Cut, hein, c'est les trois principaux. Première, j'ai essayé. J'ai arrêté tout de suite. J'ai bien senti que c'était pas du tout ma façon de bosser, que ça marcherait pas. En plus, il y a des abonnements tous les mois. Enfin bon, bref, rien n'allait. Bien sûr. Donc voilà, Final Cut. Et maintenant, je suis passée sur DaVinci, sur la colorimétrie. Il y a vraiment des choses qui sont en plus. Et là, ils sont en train d'exploser en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de switcher vers DaVinci. En plus, ils sont une version gratuite qui est vraiment déjà bien avancée. Donc pour être sûr de voir si ça fonctionne pour nous, on peut commencer par du DaVinci pour passer ensuite aux versions studio qui est pas si cher que ça. Je crois que ça coûte 300 €, mais voilà, à vie. Mais du coup, en termes d'investissement, tu dirais que, je sais pas, il y aurait un budget pour quelqu'un qui, par exemple, qui veut se lancer dans le métier de vidéaste. Ça serait quoi tes conseils techniques? Alors le chiffre, budgétaire. Le chiffre. Après, si un très bon conseil, c'est pas d'acheter neuf déjà. Parce qu'il y a des choses, évidemment, quand on débute, on regarde les youtubeurs qui racontent que tel truc vient de sortir, il faut absolument l'avoir, que ça va changer notre vie. On regarde les mêmes vidéos de celles d'il y a 2 ou 3 ans et on écoute ce qu'ils disent et on va plutôt prendre celles-là qui vont être beaucoup moins chères sur les back market, tous ces trucs-là. Là, il y a plein d'endroits où on aura des choses pour une bouchée de pain et ce sera très, très, très bien pour débuter. Donc, c'est une façon vraiment de minimiser le budget au départ. Donc après, chacun voit telle marque, j'en sais rien. Ils se valent tous, hein, clairement. Mais voilà, d'acheter. Moi, mon conseil, ce serait ça. Moi, très souvent, j'achète rarement neuf, en fait. Ah ouais. Puis c'est plus écologique en plus. Bah ouais, non, mais c'est un bon moyen de commencer, je pense. Mais après, au final, tu as investi dans des produits vraiment. Enfin, à chaque fois, tu prends quelque chose des occasions. Ouais, non, à chaque fois, je reprends des occasions. Mais je monte en gamme et je prends des occasions. Je suis obligée en plus d'avoir plusieurs caméras, comme je suis en multicam à chaque fois les spectacles. Donc, il faut que j'ai de plusieurs fois la même. Bah oui, pour avoir la même. Non, je préfère en avoir plus. Voilà, parce qu'autrement, pour faire correspondre toutes les caméras à un niveau colorimétrie, c'est faisable, mais ça demande un temps énorme. Donc, je préfère investir quelques milliers d'euros pour acheter 2 ou 3 fois le même appareil et au moins d'avoir le même étalonnage. C'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Et du coup, je préfère limite prendre un truc pas forcément très super haut de gamme, un plein format avec. Non. Voilà, moi je suis au GH6 de chez Panasonic. Voilà, j'en ai 3 et puis avec ça, je fais ma vie, ça se passe très bien parce que je les connais bien et que voilà. Trop bien. J'aurais tellement de questions parce que moi c'est un métier qui je vois, je suis en train de noter pour toi là. Mais je note pour moi dans ma tête évidemment parce que voilà, je fais pas ça pour moi, mais je fais ça d'abord pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est tellement passionnant parce que moi aussi c'est pareil. Je me suis lancé dans le podcast depuis le mois de janvier 2025 et du coup je fais un peu de montage, mais c'est vraiment pas grand chose. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très minimaliste parce que c'est la voie que j'ai voulu, hein, quelque chose de très simple, etc. Mais oui, c'est vrai que dans l'évolution du podcast, j'aimerais bien utiliser une caméra, j'aimerais bien faire du vrai montage et puis d'apprendre d'abord peut-être par moi-même
d'être autodidacte parce que j'ai toujours été autodidacte, donc je me dis bon, voilà, je suis pas plus con qu'un autre. Mais en même temps, c'est en discutant avec des gens comme toi dont voilà maintenant c'est ton métier aussi, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est un métier que tu adores et que puis on sent vraiment que ça t'apporte tellement de joie, de bonheur à dans ton quotidien, etc. Ah oui, c'est passionnant. Hein. Tu t'es installé ton petit cocon voilà, c'est génial quoi. Je trouve ça hyper intéressant et je veux dire il y a pas d'âge pour se remettre en question sur sa vie professionnelle et de se dire en fait comme tu dis, je dis toujours on n'a qu'une seule vie, faut en profiter. Ben oui, en fait, à un moment donné, c'est ça le truc. C'est que si on doit bien retenir quelque chose avec toutes les rencontres que j'ai fait depuis le début de l'année, c'est ça, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Il faut faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie parce que on sait pas combien de temps on doit rester sur Terre, voilà. Et autant faire ce qui nous plaît le plus. Le nombre de fois où j'ose faire quelque chose et je me dis mais pourquoi j'ai attendu, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je me dis qu'il faut que je fasse ça. Mais oui. Et quand je le fais, je dis mais pourquoi j'ai attendu. Et encore maintenant, je le fais, hein. Comme tout le monde, je pense. Hein, donc. Bien sûr. Tellement. Et en ayant du coup filmé dans plusieurs lieux, voilà. Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a marqué en particulier, ou est-ce que t'avais un effet waouh, par exemple, de dire waouh, j'ai de la chance d'être là, ils m'ont choisi pour filmer ici. J'ai le souvenir d'un très beau théâtre, c'est le théâtre du Renelag, qui est dans le 16e, si je me souviens bien, qui est un vieux théâtre à l'italienne absolument magnifique, un petit cocon, mais vraiment, je vous conseille d'aller voir quelques photos, vous verrez. Là, j'ai filmé un spectacle de danse. Et c'est un très beau souvenir parce que vraiment le lieu était magique, magique. Puis après, vraiment les bons souvenirs que j'ai, c'est les rencontres, comme je disais tout à l'heure, que j'ai pu faire avec les gens. Je fais jamais une captation, savoir discuter avant avec les artistes pour savoir ce qu'ils veulent, savoir qui ils sont, savoir quel est leur univers en fait, parce que je vais pas filmer de la même façon. Bien sûr, j'imagine. Selon les personnes que je vais rencontrer. Bien sûr. Non, mais c'est tellement ça. Voilà. Non, j'ai fait les plus grandes salles, les plus petites, mais j'ai fait les 3 Baudets aussi. Ah oui. J'ai fait la nouvelle le cabaret, la nouvelle Ève. Ah bah oui, quand même. C'était sympa aussi. Ah oui, bien sûr, trop bien. Oui. Trop bien. Et justement, tu parlais de souvenirs. C'est quoi, est-ce qu'il y a un souvenir que tu veux partager avec nous alors dans différents métiers, par exemple, peut-être en tant que chanteuse comédienne, et puis peut-être, je sais pas, en tant que monteuse, quelque chose qui s'est passé, un moment magique. J'ai rien qui me vient là comme ça. Ouais. Ah non, mais t'inquiète, tu peux y réfléchir et ça reviendra peut-être plus tard, on sait jamais. Ou une anecdote peut-être, un truc qui s'est passé, un truc très drôle, ou un truc qui te fait, quand il pense, ça te fera toujours autant rire. Ah oui, s'il y en a une que je peux me raconter. Voilà. C'est à l'époque où j'ai pas dit que j'avais fait une période de cabaret aussi. Ouh là là, mais t'as tout fait, c'est pas possible. Meneuse de revue, c'est un bien grand mot. En tout cas, je chantais, je dansais et j'animais en fait. Ah bah, meneuse de revue. Donc, meneuse de revue, voilà, c'est sûr, on peut le dire, allez, soyons fous. Ouais. Oui, c'est dans un cabaret qui était dans le 91. Ok. Et là, on faisait donc les comités d'entreprise, les maisons de retraite. Donc, c'était un cabaret itinérant et qui, en fonction des commandes, des besoins des différents prestataires qui nous demandaient, on s'adaptait. Ouais. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup parce que c'était des lieux à chaque fois différents. Donc c'était comme si on faisait une première à chaque fois. Et selon le budget, il y avait tel ou tel artiste qui venait pas. Donc c'était à chaque fois un spectacle différent. Donc avec un public différent, avec des conditions de matériel, de lumière. Enfin, jamais 2 fois la même chose. Donc là, j'ai appris énormément de choses. Et niveau anecdote, normalement, quand on monte sur scène, on est tout habillé pareil. En tout cas, pour certains numéros, on est habillé pareil. Et quand il y en a une qui oublie un objet, genre un collier, toutes les autres l'enlèvent. Pour pouvoir être vraiment pareil. Ah bah oui. Parce que sinon, on se retrouve avec une qui a le collier et qui l'a pas. Et les autres, pas con. Voilà. C'est vrai que... Sauf qu'une fois, c'est arrivé, mais c'était pas le collier qu'elle avait oublié de mettre avant de monter sur scène. C'était son string. Donc... Je m'attendais pas là-dessus. Ah oui, voilà. Tu voulais une anecdote rigolote, je t'en donne une. Donc, elle avait, parce qu'on est toujours le collant et le résil, on le met en dessous et on met le string par-dessus. D'accord. Et donc, on se sent tellement habillé avec toutes les couches de collants, des choses comme ça. Nous, on se sent habillé, même si les gens ne nous voient pas habillés. Oui. Et donc, la dernière couche était de mettre le string. Et elle est montée, on l'a rattrapée par le bras, mais en catastrophe. On la tire en arrière. T'as oublié ton string! Et là, on a fait attendre un petit peu le public le temps qu'elle le mette. C'était comme oui, quand même. Vous n'êtes pas mis à retirer toutes vos strings. Non, on n'a pas attendu le string. Non, je te rassure.
Non, il y a 2-3 petites personnes âgées dans le public qui auraient fait une crise cardiaque, là, je pense. Ouais, on sait jamais. Voilà, Il une faut y petite penser. anecdote. Ah ouais, c'est trop drôle. Énorme. Alors moi, j'aimerais bien savoir un peu quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier de vidéaste, parce que du coup, Alors, ouais. déjà, ne pas attendre de savoir pour faire. Hmm. C'est un message, je pense, dans n'importe quoi qu'on fait. Oui. Pas attendre d'avoir tout lu, tout appris. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend à faire. Donc, moi, la première fois que j'ai vraiment fait un vrai montage, j'avais pris plein de rushs d'un spectacle de cirque que ma fille avait fait. Ouais. Là, j'étais avec moi d'ailleurs, je faisais du machinois à cette époque-là. Ouais. J'ai fait du cirque. C'est incroyable. Vous avez tout fait. J'ai fait un spectacle de cirque une année, et donc il y avait plein de mamans avec leur téléphone qui avaient filmé le spectacle. Donc j'ai récupéré les images sur plein de téléphones différents, des qualités catastrophiques. Eh ben, oui. J'ai pris ça. J'avais jamais quasiment fait de montage sur Final Cut. Oui. J'ai récupéré ça, j'ai commencé à faire le montage, et en fait, j'étais confrontée à des tonnes de problèmes au fur et à mesure. C'est pas la même couleur, comment je fais pour changer de couleur, c'est pas le même format. Et en fait, j'ai mis 2 mois pour faire cette petite vidéo qui durait 1 heure. J'ai mis les 2 mois de vacances scolaires, juillet et août, pour faire ça. Mais en fait, pendant 2 mois, j'ai appris à me servir de Final Cut. Mais j'ai pas appris en regardant des tutos. J'ai regardé en me confrontant à un problème et allant voir un tuto pour résoudre le problème. Du coup, j'ai passé mon temps sur YouTube, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Maintenant, quand j'ai un problème sur DaVinci, il y a ChatGPT que je demande. Oui. Mais bon, à l'époque, je n'y avais pas. Mais donc, j'allais voir sur les... Mais j'avais quelque chose j'avais un problème à résoudre. C'est pas juste, je regarde pour apprendre. Et ça, c'est tellement plus efficace. Mais comme avec les élèves, pour apprendre, il faut qu'ils fassent. S'ils écoutent le prof, ça sert à rien. Ils apprennent pas. C'est exactement le même principe. Et donc, c'est comme ça que je me suis vraiment, vraiment formée. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des cours, pas possible. Parce que du coup, tu t'es vraiment auto-formée. Je me suis auto-formée. Plus j'en ai fait, plus j'ai appris, plus je me suis confrontée à des problèmes, et puis j'ai eu de les résoudre. Puis j'ai fait des bêtises, j'ai appris sur le tas. Et un autre conseil que je donnerais, c'est de savoir s'entourer. On est beaucoup tout seul quand on est vidéaste, parce que voilà, on fait tout, donc forcément on est tout seul. Et très vite, moi j'ai eu envie, et je suis ravie de rencontrer plein d'autres vidéastes pour travailler ensemble. On s'entraide. S'il y en a un qui a trop de vidéos à monter, moi je récupère du montage pour lui faire gagner du temps, et puis comme ça, on est financièrement, bien sûr, on s'échange, on s'arrange, etc. Et puis quand on a un problème, que ce soit pour plein d'autres domaines, que ce soit même simplement un coup de mou, parce que on sait plus où on doit aller, on sait plus comment faire, on sait plus comment trouver des clients, on sait plus. On peut s'entraider. Et donc, de s'entourer d'autres vidéastes. Moi, j'étais dans les premières à être à l'école qui s'appelle des vidéopreneurs. Les vidéastes se reconnaîtront certainement. Donc là, j'ai connu plein de gens avec lesquels je suis encore en contact, d'ailleurs, pour pas mal d'entre eux. Donc voilà, c'est une petite équipe. Surtout, les autres vidéastes ne sont pas nos concurrents. Ils sont des collègues. Des collègues avec lesquels on discute, on s'entraide, et on apprend les uns des autres. Et si on n'a pas cet état d'esprit-là, c'est pas possible, quoi. Et au contraire, c'est vraiment, c'est porteur. C'est porteur d'être ensemble. Donc voilà, c'est les 2 conseils que je donnerais. Et merci. Et est-ce que tu donnerais, est-ce que tu dirais qu'il y a un côté pas négatif, mais le point noir du métier? Est-ce que tu pourrais en citer ou pas? Oui, à part la solitude, comme non, il y a aussi le côté, comment dire, il y a des moments où on a beaucoup, beaucoup de travail. Donc là, c'est nuit et jour, et il y a des moments de grand vide. Donc ça, des fois, c'est difficile à gérer. Alors moi, comme j'ai un métier à côté, ça va. Ça s'équilibre. À la limite, je souffle un peu pendant ce temps-là. Mais pour d'autres, ça peut être très stressant, de se demander si ça va repartir ou pas. Donc voilà, après, il y a des méthodes pour réussir à avoir en permanence un flot de clients, parce qu'on arrive à trouver des clients qu'on garde, qui sont récurrents. Donc, qui sont fidèles, qui nous reviennent, il n'y a pas de meilleurs clients que ceux qu'on a déjà eus, parce qu'ils sont déjà convaincus, à moins qu'on fasse des mauvais travail, mais a priori... Tu arrives à avoir des nouveaux clients? Oui, j'arrive à avoir des nouveaux clients, beaucoup de bouche à oreille des clients que j'ai déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quoi la démarche? Moi, j'ai eu la chance de pas j'ai pas trop démarché, j'en vois qui font beaucoup de mailing à froid, ce genre de choses. J'ai pas beaucoup fait. Des fois, je vais sur le bon vieux Facebook. Il y a des groupes qui cherchent des vidéastes, des groupes de recherche comme ça. Donc des fois, on recherche un vidéaste. Quand je vois que je fais exactement le profil, là oui, je réponds. Comme je suis exactement le profil, souvent ça match. Donc voilà, des choses comme ça. Sinon,
Sinon, ouais, c'est ça, c'est le bouche à oreille et puis des gens que je peux rencontrer, le fait d'en discuter avec, plein de gens que Ouais. plus faut parler de son métier, faut parler de ce qu'on fait. Bah, bien sûr. Parce que même si la personne à qui on en parle, n'est pas intéressée, enfin, aucune raison d'avoir besoin de nos services, la prochaine fois qu'il rencontre quelqu'un qui dit: «Ah, en fait, tu connais pas un vidéaste, je galère». «Mais oui, j'ai discuté avec telle personne et cetera et tu as ses coordonnées, tiens, je te les passe, tu l'appelles». Voilà, les gens sont toujours ravis de rendre service. Ils sont toujours ravis de jouer aux euros. Donc, si on leur dit: «Bah, écoute, si tu penses à quelqu'un qui aurait besoin de moi», dans sa tête, vrai, c'est se dire: «Ah, mais peut-être que lui, ça peut Mais l'intéresser». tellement. Et ça marche bien, Ouais, ça bien aussi. sûr. Voilà Mais c'est et puis de chercher absolument à envoyer à plein de gens. Bon, on peut tomber sur des gens qui ont besoin de nous, mais si nous-mêmes, on sait ce qu'on peut apporter, on va cibler des gens avec lesquels on sait qu'on aura un point fort, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, je fais aussi des vidéos de e-learning. Les vidéos de e-learning, je suis prof. Donc, en plus d'être vidéaste, j'ai de la pédagogie. Bien Je sûr. vais savoir quoi mettre en avant dans un... Voilà, c'est ces choses-là. Il faut s'appuyer sur les choses qu'on fait en dehors du vidéaste. Tous les vidéastes sont vidéastes. Il y en a qui sont plus ou moins bons, c'est pas forcément les meilleurs qui travaillent le plus d'ailleurs. Bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est vidéaste et quoi d'autre. Et c'est ce quoi d'autre qui fera la différence par rapport à son client. D'avoir le truc en plus. D'avoir le truc en plus qui fait que c'est toi qu'on va choisir et pas un autre. Donc, c'est là-dessus que C'est un beau je conseil. vise. Et du coup, je cible. Dès que je cherche un peu de travail, je cible vraiment en fonction de mon profil et du profil de la personne que je vais cibler. Trop bien. Moi, j'avais une question qui me vient là. C'est, est-ce que c'est arrivé, quand tu as été filmé, par exemple, une comédie, voilà, sur scène, de devoir te retenir de rire parce que du coup, tu deviens spectatrice, parce que, ok, tu t'es à fond dans ton taf, machin, mais ça t'est déjà arrivé? Évidemment, Ouais. évidemment. Comment tu gères Il y a ça? ça et il y a pire, il y a les concerts. Où là, j'ai envie de danser et de chanter. Ah bah ouais, du coup. C'est une torture. Aïe, Parce que bon, je suis derrière la caméra, mais je meurs d'envie d'être sur scène. Ah ouais. Bah oui, c'est ça le Donc, truc. alors, déjà, au niveau du son, je suis quand même tranquille parce que l'enregistreur de son, c'est soit à la console, je le récupère, soit je mets toujours un enregistreur au pied de la scène, etc. Bien sûr. Donc, c'est rarement le son de la caméra qui est très mauvais. Oui. Donc, comme je suis à côté d'une des caméras, normalement, même si on m'entend, c'est pas grave parce que ça sert juste de voix témoin pour faire ensuite matcher avec le son que j'aurais récupéré par ailleurs. Donc, c'est pas trop un problème. C'est juste quand je rigole, surtout quand je veux danser, faut pas que la caméra elle bouge. Moi, j'ai une caméra fixe qui va filmer le spectacle en entier en plan fixe. Là, je suis en 6K. Oui, c'est ça, je suis en 6K pour faire vraiment toute la salle, mais pouvoir recroper dedans si je veux, juste la partie gauche de la scène, etc. Ce qui donne l'impression d'avoir beaucoup de monde. Et j'ai une deuxième caméra avec laquelle je me promène. Donc, on appelle la volante. Alors, selon les conditions, je peux bouger ou pas. Si c'est une toute petite salle, tout le monde tassé, je vais pas m'amuser à déranger les spectateurs. Parce que ça aussi, c'est un challenge dans ce genre de captation par rapport à quand on fait un tournage de clip ou une chose comme ça. C'est qu'il faut pas que je dérange le public. Bien sûr. Donc, je ne bouge pas. Si je peux bouger un peu, je bouge. Voilà, mais j'ai toujours ma caméra et c'est un monopode. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr. Donc j'ai un monopode et ce monopode, c'est hyper pratique. Pareil, c'est un peu à l'ancienne. Souvent, maintenant ils ont des. Moi, j'ai un gimbal aussi, un stabilisateur, etc. Je m'en sers quasiment pas. Le monopode, c'est extraordinaire. Oui, parce qu'on peut se caser n'importe où, on est tout le temps stable. Dès qu'on se pose quelque part, on n'a pas à porter l'appareil, il est porté par le pied lui-même. Et dans les tout petits endroits, les tout petits théâtres où j'ai pu filmer, sur juste une place, je peux être coincée et mettre mon monopode et je filme sans gêner personne. Et c'est très pratique. Les quelques mariages que j'ai pu filmer aussi, pareil. Ah oui, tu fais aussi ça. J'en ai fait. C'est pas ce que tu préfères. C'est pas ce que je préfère. J'ai pris plaisir, hein. C'est épuisant. Vraiment épuisant. C'est des journées, mais à rallonge. Et puis finalement, j'espère que je vais pas vexer trop de gens en disant ça. Mais le mariage, il y a un petit côté amour, gnangnan, etc. Et j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je suis un peu plus fofolle que ça. Alors, peut-être qu'il faudrait que je cible des mariages complètement dingues, complètement atypiques. Ce serait peut-être plutôt ma cam. Ah bah oui, total. Mais le mariage, bon voilà, cliché. Non, mais oui, je pense que bon, je comprends le mécanisme. J'arrive à faire le montage qui retrace l'histoire de la journée, qui retrace l'émotion. Bien sûr, je sais le faire. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez punchy, d'assez
c'est assez fofolle, donc c'est Mmh. peut-être pas tout à fait. Ouais. Voilà. Mais j'ai testé et ma foi, si on me demande, je le ferai avec Oui, plaisir. voilà. Voilà, bien Et sûr, après, bien sûr. c'est Mais je comme peux pas me tout, spécialiser. tu peux sélectionner tes clients et du coup Oui, aussi, de voir si quel type de mariage que c'est, si c'est un exactement. truc très religieux, effectivement, c'est un peu pompeux, voilà. Mais si, par exemple, je sais pas, une cérémonie laïque avec, je sais pas, des trucs un peu, voilà. Oui, oui, très rock'n'roll. Ouais, ouais, pourquoi pas, ça peut être très fun, quoi. Ah oui. Ouais, Non, total. non, mais je voudrais pas me spécialiser là-dedans. Voilà. Oui, voilà. C'est C'est ça. vrai que Ah, mais il y en a qui le font et qui c'est le des font corps qui sont, tellement bien. voilà, Moi, exactement. Il y a vraiment des spécialistes sur ça, quoi. ah ouais, puis c'est magnifique ce qu'ils font, hein, Ouais. franchement, hein, mais Toi, ce que tu préfères, c'est vraiment filmer le monde du spectacle, au moi, final. Ouais. ce que j'aime vraiment, c'est Ouais. mettre en valeur les gens. Ouais. C'est-à-dire que c'est eux les artistes. Mmh. Bon, les mariés, c'est une sorte de spectacle aussi, Ouais, mais ouais. c'est eux les artistes et je veux tout faire pour que quand ils regardent la vidéo, ils disent waouh, c'est moi ça. Ouais. C'est encore mieux que ce que je voulais Ah ouais. donner sur scène. Ouais. Voilà, c'est voilà, je veux qu'ils voient le meilleur d'eux-mêmes et Mmh. qu'ils fassent waouh alors qu'ils sont censés déjà être sur scène pour Ouais. faire waouh aux autres. C'est vrai. Et voilà. Et quand je suis avec mes élèves, je veux qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils découvrent qui ils sont pour Mmh. justement être complètement fous par rapport à ce Ouais, qu'on ouais. voudrait qu'ils soient. Ouais, ouais. Et c'est pareil pour les artistes. Je Ouais. veux montrer à eux-mêmes et aux autres de quoi ils sont capables et ce que ça peut donner quand voilà. C'est ça que j'aime en fait. Mais c'est beau. C'est beau, oh là 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 là. Ça me porte. Ben oui, me mais porte. ça se ressent et vraiment, on sent que tu es tellement passionné par ce métier que tu as découvert effectivement sur le tard, mais qui au final était là depuis très longtemps, au final, dans ton esprit C'est et comme même dans si ta façon d'être les depuis toute planètes, oui petite. exactement. C'est comme si les C'est- planètes s'étaient alignées, c'est-à-dire que quand je refais ma vie depuis le début, je me dis mais c'était Ouais, écrit, je le c'était voyais. déjà là, quoi. Je me souviens, Ouais. je devais avoir, maman se souvient pas, mais je devais avoir 9-10 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Elle m'a emmenée une fois au théâtre du Châtelet, ça devait être. Ouais. On est allé voir Offenbach, la vie parisienne. Ah oui. Je me souviens, on était dans les premiers rangs. Ouais. Mais j'étais, genre, rien que d'y repenser, j'ai encore les poils qui se hérissent. J'en ai pleuré. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire cette musique. Et il y avait tout le côté cabaret, il y avait la musique, la polyphonie, il y avait cette énergie folle qui me ressemble tant. J'ai pris une claque énorme et je m'en souviens à vie. Et c'est des choses, voilà, quand 30 ans plus tard, je me suis mis à faire de French Cancan avec mes copines en mesure de cabaret, finalement c'était écrit. Et maintenant, quand je reviens à la chorale et que je vais chanter à Bonn, à Berlin, etc., pour la chorale franco-allemande, c'est écrit aussi. Et la vidéo aussi, quand j'étais toute petite et que c'était toujours à moi qui prenais des photos et je me mettais jamais au même endroit que les autres. Quand les gens prenaient des photos, ils prenaient des photos de ce qui se passait. Ok, moi je me mettais toujours à un autre endroit avec un autre angle. Pourquoi je sais pas. Mais je me dis non, je vais quand même pas faire comme tout le monde. Donc je vais aller chercher autre chose. Je vais aller chercher un angle qui met en plus en valeur la personne ou qui est plus rigolote ou que personne n'a vu. Comme si j'étais une petite souris qui allait espionner la vie des gens. Voilà. J'adore. Et donc tout ça. Maintenant qu'on voit le résultat, ça paraît logique. Oui, bien sûr. Mais au départ, on a tout ça en soi et on ne sait pas où on va. Ouais, c'est ça. C'est le privilège de l'âge. Oui. Quand on est plus jeune, on a toute la vie devant soi, mais on s'est là, mais qu'est-ce que je vais en faire C'est vrai. Là, maintenant, on apprend à savoir qui on est à force d'expérimenter. Oui. Moi, je prends les gens de mon âge qui n'ont rien essayé. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils vont finalement pas forcément. Bon, après, je vais jamais les autres. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont peut-être pas eu besoin. Voilà, et parce que ça leur convient très bien leur vie qu'ils ont et tant mieux pour eux. Et le principal, c'est d'être heureux dans sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose de. Moi, j'aurais pas pu. Mais oui, mais moi, je suis complètement. Tu prêches un convaincu, c'est-à-dire que moi, c'est pareil. J'ai découvert le théâtre sur le tard à l'âge de 28 ans. Tu vois, mes premières expériences. Et toi, sur scène, du coup? Alors moi, non, parce que je suis pas comédien, mais j'ai commencé à écrire et à mettre en scène. Oui, on l'est, et en fait, au final, je le suis un peu derrière ce micro, même si je me cache et que pour l'instant, il n'y a pas de caméra, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais moi, comme toi, j'aime mettre en valeur mes invités. Donc, l'idée du podcast, c'est ça. C'est de faire d'abord de très belles rencontres, comme tu as pu le faire et que tu l'as souligné, et simplement de parler de théâtreux à théâtreux. Voilà, tout simplement. C'est très. Voilà. Ça pourrait faire un bon titre. Eh oui, je vais y penser. J'aurais une dernière question, parce qu'effectivement, le temps passe très vite. J'aimerais justement savoir, est-ce que ce métier de vidéaste, ça t'a permis de voyager en dehors de la France,
ou en dehors même de la région parisienne? Parce que du coup, c'est vrai que bon, tu habites en région parisienne, mais où est-ce que ça t'a amené tout ça? Alors, à l'étranger, non, mais je suis allée faire des vidéos pour le Reblochon. Ah oui, Donc, je me suis retrouvée en Savoie en train de c'est filmer drôle. les vaches, la fabrication du fromage Ah pour ouais, oui, pour une youtubeuse qui était là-bas et pour la société du Reblochon. d'accord. Voilà, super passionnant. J'ai passé une semaine là-bas. Ah, c'est drôle. Ouais, j'ai travaillé aussi. Je suis allée là, c'était à Belfort, je crois, Ouais. pour Obad, mais Ah oui. c'est pas les soutiens-gorge. Hein, Ah, c'était la Fashion Week de la salle de bain. d'accord, Alors, ok. je sais pas si je peux le dire parce que c'était une marque, mais bon, tant pis, Oui, Reblochon aussi oh, d'un autre côté. oui. Mais voilà, donc là, j'ai pareil, ils avaient un grand salon, donc j'avais filmé, et puis Ah ouais. des images, donc j'ai filmé des baignoires et des robinets, C'est et des drôle. interviews, parce que dans ce métier-là aussi, il n'y a pas que filmer Oui. le spectacle, il y a aussi Eh oui, interviewer. c'est ça. Eh Interviewer. ouais. C'est aussi quelque Ouais. chose que t'aimes, Ouais, j'aime bien. les interviews. J'aime bien. Je m'y suis mis assez récemment. Bah, forcément, au départ, on me demandait surtout des captations, des bandes annonces. Ouais. Plus ça va avec les podcasts et non pas les podcasts, parce que je veux dire, les réseaux sociaux. Mhm. On demande de faire des interviews, soit des gens qui sortent du spectacle, Ouais. leur demander comment ça s'est passé, soit simplement interviewer les gens qui vont aller sur scène pour leur demander leur rôle, ce qu'ils font, etc. Enfin bon, il y a plein de façons de faire pour. Ouais, c'est un pour peu faire- journaliste, un peu au final. Bah, un peu de ça, un peu générique, comme on Ouais, dit. ça a fait ça, quoi. Mais j'ai rencontré une femme extraordinaire là qui a une boîte de production à Rennes Ouais. et qui elle aussi aime beaucoup ce monde du théâtre, mais elle fait aussi plein de choses. Elle est encore plus hyperactive que moi, c'est bon. Mmh. Elle est incroyable. Mmh. Et donc elle monte sa boîte de production et quand elle a besoin de quelqu'un, soit du montage en urgence, soit d'aller filmer, elle me demande. Ouais. Et c'est Ok. elle qui m'a un petit peu poussée à. Ah. Écoute, j'ai besoin de toi pour aller filmer à Paris parce que moi je suis sur Rennes pour telle chose, telle chose. Par contre, il faudra aussi faire des interviews. Ouais, bien sûr. On va aller voir sur YouTube comment. Après, t'es pas timide parce que Ah non. ton métier fait que Ah bah voilà, oui. tu peux pas l'être, c'est pas possible. Tu montes sur scène, t'es aussi prof, donc du coup, voilà, il y a un côté. Non, c'est plus ce côté technique, me dire, ok, donc Ouais. il va falloir que je mette des micro-cravates. J'ai pas tellement l'habitude parce que sur scène, il n'y a pas besoin de mettre de micro-cravates. Ah bah, voilà, ouais, non. donc c'est un nouveau challenge. Ouais. Et puis, faut gérer tout. Faut gérer le son, l'image, du coup, Bah oui, poser des l'interview, questions, ouais, etc. bien sûr, donc bien ça sûr. fait quand même. Ah, c'est beaucoup de choses. Faut faire beaucoup de Ouais. choses en même temps. Hein. Ah bah dans le Ouais. genre beaucoup de choses en même temps. Encore un petit peu de temps pour une petite Oh, anecdote. bah, je t'en prie. Ça fait 2 ans de suite là, que je Ouais. fais un film pour un hôpital, enfin Ouais. pour une école Mhm. qui est dans un hôpital à Garches. Ok. Et donc, c'est des enfants qui sont handicapés pour plein de raisons différentes, Ouais. qui viennent là quelques semaines ou qui restent là plusieurs années. Mhm. Et il y a une professeure d'anglais qui opère là-bas, Mhm. qui est absolument extraordinaire, complètement barrée, mais encore plus folle que moi. Oh là là, ça Ça existe. Peut-être faudrait que tu l'interviewes parce que c'est un personnage. Ah, ça serait drôle. Voilà, et qui cherchait une vidéaste, enfin qui a déjà fait un projet avec une année avec une autre troupe de vidéastes, Ouais. mais qui a dû changer, qui cherchait Ouais. une vidéaste pour faire un film avec ces élèves-là. Voilà, D'accord. mettre en valeur ce qui se passe dans l'établissement, mettre en valeur ces élèves-là d'une autre façon qu'avec leur handicap, mais au Ouais. contraire avec tout ce qu'ils sont capables de faire et toute Mhm. l'énergie qu'ils peuvent avoir, qui est extraordinaire. Très bien. Et donc, j'y suis allée. Et là, quand je disais qu'il faut être polyvalent, c'est que là, je faisais un film. On a vraiment fait un film, c'est-à-dire il y a un scénario qui était écrit, plus ou moins, parce qu'il a en plus évolué en fonction de tout ce qui pouvait se passer, parce que les 2 jours sont jamais pareils là-bas. Mhm. Donc, il fallait s'adapter. Et là, il fallait que je fasse, pour le coup, les lumières, Ouais. l'ingé son, le cadreur, avec les 2 caméras. Oh Il fallait là se déplacer là. partout dans l'établissement, tout ça en gérant. Heureusement qu'elle était là pour gérer les enfants, pour leur faire ce qu'il y avait à faire. Des enfants de cet âge-là, impossible de leur faire 2 fois la même scène. Bah oui. Donc, on coupe, on recommence. Non, on recommence pas, c'est autre chose. Eh bah oui. Donc là, c'était franchement un truc de fou, Ouais. mais une aventure humaine Ouais, extraordinaire. t'as kiffé, quoi. Extraordinaire. Ouais. Et là, je mettais ensemble mon côté artiste, vidéaste et le professeur. Eh Parce oui. que là, j'étais dans une école avec des élèves, Bah, bien etc. sûr. Donc là, j'étais la personne, on parlait d'être la personne qu'il faut, Ah bah là, en dehors là, d'être que 100%, vidéaste, là. là, 100%. Ouais. Voilà, tu cherchais aussi des souvenirs forts, voilà, Bah, un tu souvenir vois, fort. On ça, l'a c'est- fait 2 ans de ouais. suite, Trop bien. à deux films comme ça, qui trop durent quand même une demi-heure à peu près, Ah, chaque quand film. même. Ah ouais. On les a fait visionner au cinéma à la ville de Garches. Il y a une projection Ok. au cinéma D'accord. de Garches avec Ok. toutes les familles qui étaient là. Ah, sympa. Les enfants étaient pas peu fiers. Les Bah ouais, profs tu m'étonnes. aussi, parce qu'évidemment, il y a les adultes qui ont participé au film.
Alors, Trop bien. voilà, c'est encore un petit souvenir. Trop bien. J'adore. Alors, ma dernière question, ça sera tout simplement quels sont tes projets artistiques? C'est très vague. Oui. Voilà. Peut-être aussi quel est pour toi l'avenir de ton métier en tant que vidéaste? Comment tu vois l'avenir de ce métier-là? Et si tu as des projets, si tu as le droit de raconter des choses par rapport à la compagnie Croc en Jambe ou pas, voilà. Alors, j'ai appris à pas trop prévoir l'avenir, parce que c'est les choses que je n'ai pas prévues qui ont été les plus belles en général. C'est joliment dit. Donc je laisse vraiment les choses m'arriver et être juste ouverte à ce qu'on peut me proposer, ce qui me fait tilt. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment extraordinaire, parce qu'on peut avoir un coup de cœur pour quelque chose qu'on n'a pas prévu, voilà. Vraiment. Après, derrière ça, voilà, tous les projets qui sont déjà en cours de route. Donc la vidéo, je continue. Moi, vraiment, ce que je préfère, c'est le montage. Donc j'adore dépanner les autres vidéastes. Ils font les images qui sont plus sur le moment, parce que c'est pas toujours simple d'arriver à les mettre là aussi en valeur et d'en faire quelque chose de bien. J'adore. S'il faut aller prendre des images, j'y vais quand même, parce que j'ai plaisir à rencontrer les gens quand même. Donc ça, je continue bien sûr. Après, au niveau artistique, musical, bah, bien sûr, Croc en Jambe. Donc là, on est en train de préparer le nouveau spectacle avec grand plaisir. Je vais continuer à travailler le théâtre, puisque moi, je viens du chant, et d'année en année, j'essaie d'avancer dans le théâtre. Et j'espère que je ferai des progrès. Oui. En tout cas, je m'amuse bien à essayer d'en faire. Et puis avec la chorale, parce que là, pour le coup, pareil, on fait plein de voyages, comme je disais. Là, on va chanter à Bonn. On a chanté le jour de la diffusion, ça sera déjà passé, mais voilà. Donc voilà, et peut-être, je sais pas, j'ai un petit atelier de comédie musicale là qui est en train de me titiller là. Parce que comme je faisais rien le lundi soir. D'accord, il faut que tu fasses toujours quelque chose. Parce que non, mais voilà, les autres soirs c'est déjà pris, mais le lundi soir, je me dis que peut-être j'aurai le temps de faire ça. Une fois, ça m'est arrivé, on m'a dit, mais tu vas exploser, c'est pas possible, tu vas faire un burn-out avec tout ce que tu fais. Et j'ai cru cette personne-là. Ah, c'est vrai. Ouais. Et je me suis dit, non, c'est vrai, faut que je me calme, parce que je vais pas tenir, c'est pas possible. Les gens doivent avoir raison, je suis tout le temps en train de faire plein de trucs. Donc, il y a un moment, une année où je me suis calmée sur plein de choses. J'étais à la limite de la dépression. Ah ouais? C'est-à-dire que je faisais tout plus lentement, tout me coûtait, tout devenait compliqué à faire. C'était insupportable. Je dis, maintenant, on arrête. Peut-être que pour toi, ça te convient. Mais moi, c'est pas possible, c'est pas un rythme normal. C'est un peu comme quand je marche dans la rue, j'ai toujours l'impression que les gens, ils reculent. C'est juste moi qui avance vite, voilà. Alors, des fois, pour les gens, certaines personnes, ça peut être agaçant, parce que je suis un peu speed. Mes montages sont assez speed aussi, d'ailleurs, en général, j'ai mis de l'énergie. Mais voilà, je suis comme ça, et à un moment, il ne faut pas aller contre sa nature. Bah oui. Il faut s'écouter. Donc voilà, peut-être plein d'autres projets auxquels je n'ai pas encore pensé, et qui me font de l'œil. Mais oui. Que vais-je chanter? Peut-être me tourner un peu plus vers le classique encore, ou peut-être comédie musicale. La porte est ouverte, quoi. Ouais, je cherche. Ok. Et du coup, par rapport à l'avenir du métier, qu'est-ce que tu... Alors, une question qui est importante, tu vas parler et qui est très actuelle, hein. évidemment, bien sûr. C'est la grande question qui tombe en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as peur pour l'avenir de ce métier, ou il va évoluer, le métier il évolue, comme à chaque nouvelle... Parce que tu dis toi-même que tu utilises ChatGPT pour des problèmes techniques, par exemple. Oui, non, mais ça sert à rien de lutter Voilà, il faut juste s'adapter à la chose. Nous, on aura toujours une plus-value en tant qu'être humain, bien évidemment. On peut faire des montages vidéo avec même des CapCut, ce genre de choses. Voilà, bon. Le résultat n'est pas le même. Moi, quand je fais une bonne annonce, je vais choisir chaque image. Je dis toujours, quand je fais un spectacle d'1h30, un montage d'1h30, ça met autant de temps qu'une bonne annonce de 1h30. Le même temps. Parce que je vais choisir jamais au hasard chaque image, mais par rapport à la logique du spectacle, par rapport à l'intention de l'acteur, par rapport à ce que lui voudrait ou pas, parce que là, il a raté, il n'a pas raté, etc. Le jour où une IA sera capable d'avoir cette degré de précision pour savoir ce qu'il y a dans la tête de l'artiste, et qui veut retranscrire, sachant qu'il y a plein de façons différentes de faire la bande-annonce, il faudrait que l'IA ait discuté en plus. Enfin, on a de la marge. Alors après, franchement, pour les choses automatiques, il y en a plein des IA maintenant. De l'IA, il y en a plein dans toutes les logiciels de montage. Je veux dire, Final Cut, tous les trois que j'ai cités tout à l'heure, il y a plein d'IA dedans. Et heureusement.
y a des trucs, le détourage, là, il fallait faire point par point, Ah ouais. image par image, ça prenait des heures. Mais bien sûr. Maintenant, 3 clics et le détourage, il est fait. Ben et on oui, fait c'est un gain de temps. Voilà, Bien sûr. donc, et ça, c'est génial parce que ça nous donne du temps pour justement la créativité. Donc, tous ceux qui vont être tournés vers là et ceux qui vont être tournés aussi vers le conseil. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement vidéaste, on va être un conseiller presque marketing. C'est-à-dire que quand des troupes viennent nous voir, on dit bah, oh, tu veux quoi, une vidéo de combien de temps pour... Non. On va dire, écoute, je te conseille, tu me demandes ça, je peux te faire ton teaser. Mais peut-être ce serait sympa de faire aussi ça. Je te conseille de les poster tous les machins. Enfin, voilà, il y a un moment où on a cette expérience-là et qu'on peut la transmettre et on a une plus-value par rapport à simplement l'outil. Ouais. Donc oui, l'IA va nous aider, l'IA va nous mettre aussi des bâtons dans les roues. Ça va pas mal tuer la créativité parce que à force de reprendre les vieux trucs et de les remouliner, il faut quand même redonner à manger à l'IA et il faudra quand même toujours de l'humain pour redonner à manger à l'IA parce que sinon on va tourner rond. Hein. Donc déjà il y a ça. Et puis derrière il y a quand même la sensibilité humaine, j'espère. Oui, ou alors je serai plus là quand vraiment ils nous auront remplacés, mais je pense qu'il y a encore de la marge. J'espère. Je suis assez optimiste. Mais moi, je me souviens au collège, quand sont arrivés les Wikipédia et tous ces machins-là, on dit, oh là là, les élèves vont plus réfléchir, ils vont faire une copie de Wikipédia, machin chose. Finalement, on leur a appris à se servir de ces outils-là. On leur a pas interdit d'aller sur Internet ou sur Google pour faire leurs devoirs, mais on leur a appris à s'en servir intelligemment. J'étais la première à leur distribuer des ordinateurs, à dire, OK, on doit faire ça, on va faire comment. Voilà. Donc il faut savoir vivre avec son temps. Donc là, ça va être la même chose. Hein. Donc finalement, tu n'es pas contre l'IA. Non, je suis pas contre l'IA. Pour ou contre, c'est un grand débat. C'est comme tout, n'importe quel outil. Je suis pas contre le couteau. Hein, s'il sert à découper un bout de viande, s'il sert à tuer quelqu'un, tout de suite, voilà. Oui, tout de suite, c'est moins bien. Tous les outils, ça dépend comment on s'en sert. Ouais, donc, c'est sûr. Il y aura des abus, il y aura des choses qui seront, voilà, qui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a eu beaucoup moins de, comment on dit, de maréchal Ferrand quand sont arrivées les voitures à vapeur. Hein. C'est vrai. Ma foi, c'est vrai. Ils ont changé les pneus. Voilà, bon, hein. Il faut savoir se réinventer en permanence. De toute façon, sinon c'est triste. Hein, non, c'est vrai. Si on tourne en rond. Mais total. Sortir de la zone de confort, avancer, changer, voir tout le positif qui peut nous emmener, nous apporter quelque chose de nouveau, en essayant d'éviter les pièges. Qui nous apportent avec. C'est tellement vrai. Bah écoute, ça sera le mot de la fin, parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet échange avec toi. Moi aussi. Pour ce 25e épisode des Théâtreux. Je t'en souhaite plein d'autres. C'est très gentil, merci beaucoup, et merci du coup d'avoir été la dernière invitée de mon podcast de cette année de 2025. Évidemment, j'ai très très hâte de revenir te voir sur scène, mais même en dehors, évidemment, et de suivre un peu, etc. Et j'hésiterai pas à te mettre en contact évidemment avec les artistes du podcast parce que je pense que ça peut être très intéressant aussi pour toi. Il y a forcément quelqu'un qui doit chercher une vidéaste et voilà. Et tu vois le bouche à oreille. Eh ben oui, mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne grâce à tous ces contacts qui sont de plus en plus qui développent tout un truc, tout un réseau incroyable. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli et je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!